Oui, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Gwendal Rivière, je travaille au LMD ENS juste à côté. Je travaille sur la météorologie des moyennes latitudes et climat des moyennes latitudes, et un peu les régions polaires maintenant. Donc on m'a demandé de faire une présentation un peu sur ce que je faisais autour du jet stream. Variabilité à des échelles de temps longues et puis jusqu'aux échelles les plus courtes, prévisibilité à quelques heures, quelques jours d'échéance. Du coup, ça couvre pas mal d'échelles de temps et en 35 minutes, j'ai pas trop le temps de tout présenter, toutes ces échelles de temps sur lesquelles je travaille. Donc j'ai sélectionné deux études dans lesquelles j'ai été impliqué. Une étude qui est... alors, le pointeur, c'est en haut. Ouais. Une étude en collaboration avec Alejandro Hermoso, qui est en postdoc à l'ETH Zurich, et avec Sébastien Chem, avec qui je travaille. Et puis un postdoc de Marion Saint-Luc, qui a travaillé avec moi et Sébastien Froment, qui est au LSCE, dont je vais montrer les résultats tout à l'heure. Voilà. Donc je vais un peu essayer de présenter au tout début des concepts un peu classiques de variabilité atmosphérique moyenne latitude. Alors, certains d'entre vous, ça sera des choses très connues, pour d'autres beaucoup moins. Je vais parler un peu des différents types de jets, les différents concepts de leur variabilité. Et puis après, je viendrai aux deux études dont je vais présenter les résultats. Donc un qui sera sur les tendances des jets en hiver, hémisphère nord, hémisphère sud, à partir de données de réanalyse et de simulation aussi. Et puis je viendrai à des histoires plus de variabilité subsaisonnière du jet nord-atlantique. Là, c'est des images un peu classiques, mais c'est pour vous remémorer. Puis il y a des océanographes ou des gens qui travaillent plus sur d'autres aspects. Donc là, c'est pour vous remémorer un peu les jets atmosphériques. Donc vous avez une carte, une moyenne zonale en fonction de la pression et des latitudes ici pour janvier et pour juillet. Ce que vous voyez, donc, le jet stream, c'est le vent fort qu'il y a en haute troposphère. Et on en distingue de deux types. Le jet subtropical, qui est associé à la dynamique de la cellule de Hadley, dont on voit bien la structure ici, en bout de cellule de Hadley, pour le mois de juillet, ici, dans l'hémisphère sud, et qui est donc associé à tout ce qui est... conservation du moment cinétique. Et pour l'expliquer, ce jet, on n'a pas besoin de faire appel à des perturbations atmosphériques, c'est vraiment la conservation du moment cinétique. Après, vous avez ce qu'on appelle le eddy-driven jet. Alors, il y a quelques dizaines d'années, on parlait du polar jet. Maintenant, ce qui est plus classiquement appelé, c'est le eddy-driven jet, parce que, comme son nom l'indique, il est piloté par les dépressions et les perturbations atmosphériques des moyennes latitudes, voilà, de manière générale. Donc il a une structure barotrope, qu'on le voit ici, donc il est au milieu de la cellule de Ferrel que vous voyez ici. Alors que le jet subtropical, comme je l'ai dit, il est au bout de la cellule de Hadley. Voilà. Là, on peut avoir une carte régionale, enfin une carte où on voit en latitude, longitude, comment sont distribués ces vents en haute altitude. Et donc, j'ai représenté en couleur le vent d'altitude haute troposphère, et puis en plage blanche, le vent des basses couches qui est supérieur à un seuil, pour visualiser un peu... Comme ces deux types de processus qui amènent à des vents forts d'ouest sont souvent colocalisés, c'est bien de montrer ces deux types de vents pour voir où se trouve la partie plutôt eddy-driven de la partie qui se distingue de la partie subtropicale.
Donc, comme on a vu dans les coupes verticales, dans l'hémisphère, par exemple l'hémisphère sud, en juin, juillet, août, vous avez une distinction nette entre le jet subtropical, là, qui n'a pas de signature en surface, et le eddy driven jet, qui est beaucoup plus aux hautes latitudes. Voilà, c'est ce qu'on voyait dans la coupe verticale et qu'on revoit ici. Après, vous avez d'autres situations, par exemple l'hiver boréal, de décembre, janvier, février, vous avez vraiment une structure, là on voit une partie subtropicale vers 20-25 nord qui est liée, et puis la partie qui démarre ici, jet africain subtropical qui continue avec la structure asiatique ici. Donc on voit bien, ça c'est pas les perturbations qu'il crée, c'est vraiment la dynamique associée au jet, enfin la cellule Hadley. Par contre, au niveau de là où vous avez des perturbations atmosphériques, c'est dans les bassins océaniques, c'est là où vous avez ce qu'on appelle les storm tracks. Donc un concept qui dit que c'est là où se trouvent les perturbations atmosphériques de quelques jours en échelle de temps. Et on voit bien la structure du eddy driven jet, donc il y a une structure barotrope qu'on voit ici avec les zones en blanc. Alors là, j'ai une figure, alors je ne sais pas si ça rend super bien, une figure qui rassemble un peu toutes les idées conceptuelles autour de cette dynamique des eddy driven jets. Je vais me concentrer surtout sur les eddy driven jets parce que c'est la partie moyenne altitude, c'est là où sur lesquelles je travaille. Et donc c'est une carte qui un peu incorpore toutes les idées qui amènent à la formation de ces eddy driven jets. Donc vous pouvez voir ce cube-là comme un bassin océanique hémisphère nord en hiver, l'Atlantique disons. Là vous avez des contrastes thermiques, donc c'est entre le continent froid et l'océan plus chaud. Vous avez la croissance barocline qui va se mettre en place. Alors j'appelle croissance barocline un peu volontairement sans parler d'instabilité barocline. Contrairement à ce qui est dit souvent dans la littérature. Alors après, c'est juste de la terminologie, hein, mais c'est pour montrer la différence entre le fait que l'instabilité barocline, quand on dit instabilité, on sous-entend croissance des perturbations qui viennent d'infinitésimales jusqu'à des amplitudes finies. En général, ce n'est pas comme ça que ça se passe à l'entrée des bassins océaniques. Vous avez une perturbation d'altitude qui va interagir avec les contrastes thermiques et créer une anomalie de surface. Donc il y a des amplitudes finies qui viennent des ondes de Rossby, qui viennent de l'autre bassin et qui vont générer une dépression de surface. Donc c'est pour ça que j'appelle ça croissance barocline. Voilà. Et puis une fois que ces perturbations ont gagné en amplitude, elles déferlent dans le côté est des bassins. Donc là, c'est des isolines de géopotentiel que j'ai représentées, avec typiquement deux types de déferlements. Un déferlement qu'on appelle anticyclonique, qui se trouve ici, qui fait des flux de quantité de mouvement vers le pôle, et un déferlement cyclonique qui fait des flux de quantité de mouvement dans l'autre sens. Et donc, vous avez convergence de quantité de mouvement, de flux de quantité de mouvement, pardon, dans cette région-là. Et si vous faites une moyenne zonale de tout ce qui a été fait dans ce bassin, au final, vous arrivez à cette image-là qui est le fait que vous avez du vent zonal fort en altitude. C'est là où vous avez les flux de quantité de mouvement qui convergent. C'est la latitude à laquelle ce eddy driven jet se positionne est grosso modo la latitude où vous avez eu l'excitation des ondes baroclines et la croissance barocline. Donc ça se voit quand vous faites un diagnostic en type de flux d'Eliason-Palm, où vous avez le flux d'Eliason-Palm est défini comme la partie flux de quantité de mouvement et sur l'horizontale et flux de chaleur sur la verticale. Et donc, ce qui est moyennant la théorie linéaire WKB, vous pouvez montrer que ces flux d'Eliason-Palm sont proportionnels au flux, à la vitesse de groupe. Donc, quand vous avez les flux qui vont vers le haut, ça veut dire qu'il y a propagation vers le haut
de l'activité ondulatoire, et puis vous avez après divergence. Pour les ondes de Rossby, la vitesse de groupe, elle est du signe méridienne, elle est du signe opposé au flux de quantité de mouvement, donc ça va dans le sens opposé des flux de quantité de mouvement ici. Voilà, et donc cette divergence des flux d'Ellefsen-Palm ont un effet direct sur l'accélération du vent. Voilà, donc ça c'est un peu pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ces concepts sur lesquels je vais revenir, et donc il fallait avoir une image un peu claire de ça avant d'aller plus loin. Donc les raisonnements les plus classiques sur ces histoires-là pour essayer de comprendre la variabilité des jets, c'est d'abord quand on observe une certaine variabilité ou une certaine tendance des vents zonaux. En général, on essaye de voir est-ce que ça vient bien d'une même variabilité, une même tendance de la convergence des flux de quantité de mouvement. Quel type de propriété de déferlement d'ondes vous avez, si c'est cyclonique, anticyclonique ou si c'est les deux. Et puis après, vous allez petit à petit à la source de ces ondes, et puis vous allez voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la croissance barocline. Alors, est-ce que vous avez eu un changement de latitude, de l'excitation des ondes, un changement d'intensité, un changement d'échelle spatiale? Et tout ça peut vous donner une indication sur s'il y a des changements comme ça peut expliquer ce changement ici de propriété des déferlements d'ondes ou de convergence de quantité de mouvement et du coup des vents zonaux. Alors évidemment, après on peut se poser la question, mais pourquoi la croissance barocline elle se passe à tel endroit ou a augmenté en intensité, et après il faut revenir en général à des changements sur les contrastes thermiques. Et vous allez voir un exemple bientôt. Donc j'en viens juste à un transparent pour rappeler brièvement, c'est pas du tout exhaustif, tout ce que je cite là, c'est juste pour vous rappeler un peu le contexte des concepts sur la variabilité des jets. Donc il y a eu un peu tout ce qui est téléconnexion, où on se base sur des cartes de corrélation spatiale, et ça a permis de mettre en valeur des modes de variabilité qui étaient déjà détectés par d'autres moyens avant, mais qui étaient plus systématiques là avec des cartes de corrélation, qui sont l'oscillation nord-atlantique, l'oscillation, je ne sais pas si on appelle ça une oscillation, mais le pattern du North American pattern. Et puis vous avez tout ce on peut retrouver ce genre de caractéristiques NAO, PNA en faisant des analyses en EOF. Alors il y a eu tout ce qui est fin des années 90, début des années 2000, on est revenu à une vision très hémisphérique avec les modes annulaires, qui est donc l'EOF1 du géopotentiel ou de la SLP, la pression au niveau de la surface de la mer. Et EOF, alors analyse en composantes principales qui cherche le mode premier des vecteurs propres d'un matrice de variance-covariance d'une variable donnée. Et puis, vous avez les analyses en régime de temps, là, qui sont des algorithmes de classification. Je ne rentre pas dans le détail de comment ils sont faits. Il y a différents types d'algorithmes de classification. Il y a eu les K-means. Il y a maintenant aussi des classifications du type self-organization maps. Enfin, il y a différentes sortes de types de classification. Et très souvent, par exemple, sur le Nord-Atlantique, en hiver, on retrouve 4 régimes principaux. 2 qui seront la phase négative et la phase positive de la NAO. Un, c'est un blocage scandinave, et l'autre, c'est une dorsale au milieu de l'Atlantique. Voilà. Et puis plus récemment, maintenant, on s'est rendu compte que finalement tous ces EOF basés sur la SLP, le Z, donc le géopotentiel, étaient associés à des variabilités du jet stream en latitude essentiellement, et aussi en intensité. Et donc on revient à des diagnostics un peu plus simples. Par exemple ici, là c'était
Alors, c'est pas tout récent, hein, ça date d'une dizaine d'années, mais c'est une autre vision. Là, ça représente, on considère l'Atlantique Nord, la variabilité du vent zonal en basse couche. Alors pourquoi en basse couche? Ça permet de séparer, comme je vous l'ai dit, eddy driven jet de la partie subtropical jet. Donc là, on s'intéresse à l'eddy driven jet en hiver. Et on voit qu'il y a trois types de situations privilégiées qui reviennent de manière récurrente. Donc une situation plus, alors c'est par rapport à l'altitude moyenne du jet atlantique qui est autour de 45. Hein, donc là, comme vous voyez ici, c'est plutôt du 30 nord, là c'est plutôt du 60 nord. Et vous avez un tripôle qui permet de visualiser un peu ces différentes configurations privilégiées du jet, de l'eddy driven jet dans l'Atlantique Nord. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette multimodalité et l'analyse en EOF et les autres analyses Donc ça, c'est plutôt, oui, ça c'est typique NAO-. Alors là, il a fait, cette analyse-là, c'est sur des moyennes zonales, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de l'Atlantique, donc ça supprime la partie blocage scandinave. Donc tu retrouves 3 parmi les 4 régimes que tu as là, des régimes de temps. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu parler de tendances dans le futur des jets. Donc ça, c'est une figure qui représente, donc issue du rapport donc, AR6, représentant l'évolution du NAM. Alors le NAM, comme je vous l'ai indiqué, mode annulaire, c'est l'EOF 1 du géopotentiel je sais pas, dans la troposphère, typiquement ici. Et ça représente en fait la variabilité latitudinale du jet. Donc c'est pour ça que quand vous avez des valeurs positives, ça représente plutôt un déplacement vers le pôle du jet. Voilà, et c'est la même chose pour le mode le SAM. Donc pendant la période observation récente, il n'y a pas eu beaucoup de variabilité du NAM. Par contre, vous avez eu des variabilités du SAM importantes. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus qui ont montré que ça venait de 2 effets. Le fait, les effets liés au gaz à effet de serre, et je vais revenir dessus sur l'impact de la température des gaz à effet de serre, mais aussi sur le fait, le trou d'ozone qui faisait qu'il y avait une température au pôle dans la basse stratosphère qui était plus avec une tendance négative, et donc ça faisait aussi des contrastes thermiques qui impactaient le jet. Et donc ça, c'est le fait qu'on est en train de revenir dessus. Et il y a des tendances, alors là c'est le futur, il y a des tendances qui vont vers le redéplacement vers l'équateur, parce qu'on a le trou d'ozone qui se comble. Et puis il y a dans les scénarios forts, avec émissions fortes, vous avez plutôt une tendance vers le pôle du jet, mais pas pour les émissions relativement faibles, vous n'avez pas grand-chose. Alors là, vous avez un effet lié à l'ozone, mais là, vous ne l'avez pas ici. Voilà pour les tendances observées et futures à l'échelle globale. Alors, c'est pour essayer d'interpréter ces tendances. Je ne vais pas revenir sur tous les mécanismes, ils ont été pas mal débattus il y a une dizaine d'années, mais il y a essentiellement 2 grosses composantes dans l'hémisphère nord qu'il faut avoir en tête. En tout cas, quand on essaye d'interpréter pourquoi, dans les projections futures, on voit les jets partir vers les pôles dans pas mal de situations. On l'a vu là pour les cas à émissions fortes. C'est en fait, il faut voir les contrastes thermiques, parce que finalement, les contrastes thermiques, c'est ceux qui vont impacter la croissance barocline et les ondes de Rossby synoptiques et autres.
Et donc, vous voyez ici, là c'est issu de CMIP 5, la réponse en température entre fin du siècle et fin de l'autre siècle, où vous avez ce qu'on appelle donc l'amplification polaire, le fait que l'Arctique se réchauffe plus rapidement que les autres zones oui, à peu près toutes les saisons, qui est plus marqué en hiver et en surface. Et puis vous avez aussi le réchauffement haute troposphère tropicale qui est prévu dans ces types de scénarios, qui est associé au dégagement de chaleur latente plus élevé, donc qui impacte plus fortement la température en haute altitude et qu'on peut voir on peut le comprendre via le changement du profil de température adiabatique humide. Alors, du coup, ça vous fait des gradients de température, et les gradients de température, notamment horizontaux, impactent l'instabilité barocline ou la croissance barocline. Et donc là, vous avez plutôt une croissance des gradients de température. Ici, vous avez plutôt une décroissance. Et on peut montrer que quand vous avez une croissance de la baroclinicité, donc ce que j'appelle baroclinicité, baroclinie, désolé, je vais changer parfois de mots en français. Baroclinicity en anglais, c'est les gradients de température, entre autres. Bon, il y a aussi l'effet Braun-Weisala, mais c'est essentiellement les gradients horizontaux de température. Et bien là, vous avez une augmentation, là, vous avez une diminution. L'augmentation ici va faire un déplacement vers le pôle. Une diminution ici a plutôt tendance à faire un déplacement vers le sud du jet. Alors, comme je vous dis, il y a eu pas mal de débats sur les mécanismes associés. Je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais l'impact de ces deux effets est assez clair. Alors, pourquoi on appelle tug of war? Parce qu'ils vont dans le sens opposé sur l'effet du jet. Voilà. Maintenant, je remontre, avant de montrer des illustrations récentes de travaux. Là, je vous présente encore un papier qui date d'une dizaine d'années, qui montre un peu la situation en fonction des saisons et des zones dans l'hémisphère nord. Donc, vous avez sur cette carte ici les tendances oui, c'est des tendances futures sur le déplacement polaire, déplacement vers le pôle du jet. Donc quand c'est positif, ça veut dire que le jet se déplace vers le pôle. Quand c'est négatif, il se déplace vers l'équateur. Et quand vous avez du rouge, ça veut dire que vous avez beaucoup de modèles qui prévoient ce qui se passe ici. Donc en fait, là où ils sont, il y a un consensus, où il y a une tendance qui apparaît un peu la plus claire, c'est fin d'automne ou automne, où vous avez à la fois dans le Pacifique et l'Atlantique une tendance à déplacer vers le pôle le jet. Après, vous avez des situations, notamment l'hiver sur l'Atlantique, vous n'avez pas de consensus parmi les modèles. Et donc on ne sait pas trop, là il y a une tendance négative, mais elle n'est pas très nette, et puis elle n'est pas donnée par tous les modèles, loin de là. Donc il n'y a pas de consensus sur l'aspect nord-atlantique en hiver, et ça me fait rebondir à l'étude que je vais vous présenter. Donc je vais parler des tendances de ce jet nord-atlantique en hiver, et détectées par les données de réanalyse, et à la fois essayer de comprendre les mécanismes potentiels dans des simulations. Alors pour tous ceux qui sont intéressés sur les tendances en température ou des jets, il y a un papier qui est sorti il n'y a pas si longtemps de Simons, donc, qui détaille un peu tous ces tendances dans ERAS-5, dans les réanalyses d'ERAS-5. Là, nous, on va se focaliser sur l'hiver nord-atlantique. Donc, vous avez ici en haut donc la situation à la fois coupe verticale, donc pression, latitude, et ici latitude, longitude, qui indique, donc vous voyez une espèce de tripôle sur donc le trend, la tendance, elle est montrée en couleur, et les contours, c'est la climatologie. Donc ce que vous voyez, c'est donc le jet, il va être tendance à se renforcer
enfin, a tendance à se renforcer dans les données ERA5 avec une décroissance de part et d'autre qu'on retrouve ici d'un point de vue carte, donc une forte accélération notamment au-dessus de l'Amérique, enfin la côte est des États-Unis, mais qui s'étend aussi assez loin. Hein, d'accord. Alors donc comme on fait le schéma de pensée dont je vous ai parlé tout à l'heure, on revient à qu'est-ce qui fait finalement ce genre de comportement, de variabilité des jets, eddy-driven jets, et ben on regarde la quantité le dépôt de quantité de mouvement. Et donc là, c'est vecteur E, c'est un peu l'équivalent des flux d'Elias-Palm, mais en version 3D et où on ne fait pas des moyennes zonales sur toutes les longitudes. C'est le prime ici, c'est la soustraction à la climatologie. Et donc on voit des trends dans ce vecteur E. Le vecteur E il est représenté par des flèches ici. Vous voyez qu'il y a une divergence dans la zone 40 nord qui est à peu près celle où vous avez une accélération du jet et elle s'étend encore jusqu'ici sur le bassin, sur la partie est. Alors, et puis on le voit ici sur la coupe verticale aussi, là où vous avez le jet maximum, c'est surtout une accélération que vous avez du jet. Voilà, donc ça match à peu près, et maintenant on veut essayer d'expliquer un peu pourquoi il y a ce changement de comportement. Oui. Excuse-moi, je reviens. Pardon, Gwendal. On voit un genre de tripôle dans les figures, oui. Bleu, rouge, bleu. Oui. Sur presque toutes les figures, ça signifie quoi ce tripôle en fait, d'un point de vue de la position du jet ou de sa force tu vois que là, comme c'est la climatologie, ici, là, c'est vraiment le flanc nord du jet. C'est vraiment pas, on est loin de son cœur, même enfin, les cisaillements côté nord sont encore là, et donc la décélération, elle est assez éloignée du cœur du jet, et c'est associé. Ça, c'est plutôt en général, on l'obtient avec l'amplification polaire. Le fait que tu réchauffes les pôles, ça a tendance à décroître le cisaillement vertical de vent, et ça a un impact aussi sur les vents d'ouest ici. Après, il y a quand même, dans ce que je montre ici, tu vois, évidemment, tout ne matche pas. Hein, on ne peut pas tout expliquer avec la partie dépôt de quantité de mouvement. Par exemple, justement, ce que tu dis, cette partie-là, elle n'est pas associée aux parties négatives de la divergence de E. Elle est plutôt ici, la divergence de E. Cette partie-là, mais on l'obtient très vite avec des. Tu vois que c'est associé au gradient méridien de température lié à l'amplification polaire. Pour ce qui est ici, je ne sais pas trop, on peut en rediscuter. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne me rends pas compte. Il me reste combien de temps ? 7 minutes. Je crois que je m'étais déjà auto-censuré beaucoup. Mais je crois que je vais encore faire de la censure sur le dernier aspect qui est assez long, donc je vais rester sur ces histoires de tendance. Du coup, ici, maintenant, on regarde une mesure, comme je vous dis, on fait le même schéma de pensée que dans ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que maintenant, on regarde la baroclinicité, qui est l'information, qui est le cœur c'est l'énergie potentielle disponible pour l'instabilité barocline. Alors c'est une mesure, c'est pas le ED gross rate qui est le classiquement fait, là c'est juste la pente des isentropes, et donc plus elles sont penchées, plus vous avez de l'énergie potentielle disponible pour faire croître nos perturbations baroclines. Ici, ce qu'il faut regarder, donc c'est le fait que vous avez cette baroclinicité qui augmente à peu près dans la région où vous avez une augmentation du dépôt de quantité de mouvement. Et vous avez une coupe verticale ici qui vous montre que cette tendance de la baroclinicité, c'est sur toute la colonne. Voilà. Et du coup, ça matche avec l'idée que
excusez-moi, ça correspond bien avec l'idée que quand vous avez, donc vous avez, grosso modo, vous avez une augmentation du dépôt de quantité de mouvement là où est déjà le jet climatologique, et ça correspond bien à une augmentation de l'excitation pas des ondes, puisque vous avez une augmentation de la baroclicité à peu près aux mêmes latitudes. Voilà. Du coup, on essaie maintenant de revenir au contraste de température pour essayer d'expliquer, ou au moins d'associer cette tendance, cette augmentation de la pente de la baroclicité à des changements de température. Alors, ce que vous voyez, c'est d'une part que les changements de température dans le domaine atlantique seulement. Alors, ça, c'est une chose. Tout à l'heure, je vous avais dit que dans les projections futures, vous avez une augmentation de la température en haute troposphère tropicale. Elle existe, mais elle est beaucoup moins importante que ce qu'on voit dans les simulations de modèles de climat. Vous avez l'amplification polaire. Et ce qu'on voit surtout ici, nous, pour ce qui nous intéresse dans l'Atlantique Nord, c'est cette augmentation sur toute la colonne troposphérique de la température. Et c'est ce gradient de température que vous avez ici qui va augmenter la zone d'excitation sur toute la colonne vers 50 nord. Et vous avez une décroissance de la zone d'excitation dans cette région-là, 30 nord, qui pourrait expliquer une partie du dipôle, du tripôle. J'ai mentionné la partie négative qui est liée à l'amplification polaire, mais là, cette partie-là, elle pourrait s'expliquer par le fait que vous avez moins d'excitation dans les zones 20-30 nord. Voilà. Et maintenant, comment on pourrait expliquer ce changement de température ? Là, on a pris la somme de toutes les tendances de température des différentes paramétrisations dans ERA5. On en a fait une moyenne verticale ici. Toujours en contour, c'est la partie climatologique. En couleur, c'est la tendance. La partie climatologique, vous voyez que c'est assez... Ça ne m'épate toujours à chaque fois que je vois ça. C'est assez étroitement lié à la partie côté chaud du Gulf Stream. Et contrairement à ce qu'on peut peut-être avoir en tête, ce n'est pas sur tout le storm track qu'on a le chauffage le plus important diabatique, c'est sur la partie chaude du Gulf Stream. Alors ça fait écho à des papiers des équipes japonaises, Minobe, qui montraient que vous avez, en lien avec le Gulf Stream, ça impacte la présence du Gulf Stream impacte l'atmosphère sur toute sa colonne. Et là, ce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte où on étudie les tendances, on voit un réchauffement dans cette zone-là, climatologique aussi. Et donc là, ce serait, vous avez des anomalies de SST plus importantes, donc ça permet, et des gradients. Alors, il y a un Laplacien de SST qui serait plus important, qui permettrait à des convergences de... Là, je rentre dans le raisonnement des papiers de Minobe, qui ferait une convergence de vent plus importante dans ces zones-là, donc des ascendances, donc du chauffage diabatique plus importante dans ces zones-là. On peut le voir aussi de manière plus globale dans les tendances futures, avec futur, oui, même si c'est du ERA5, plus de vapeur d'eau, donc un dégagement de chaleur latente au sein des dépressions plus important, et donc qui renforcerait le chauffage diabatique. Mais ça, c'est une vision plus générale. Là, ce qu'on voit, c'est quand même c'est assez colocalisé avec la présence du Gulf Stream. Ici, alors le problème qu'on s'est posé donc, avec Sébastien et Alejandro, c'est que le chauffage que vous avez, si vous vous souvenez, le chauffage, il est plutôt... Alors je vais revenir 2 secondes. Le chauffage, vous voyez, il est entre 30 et 40 nord. Et le gradient de température, il augmente du coup entre 40 et 50. Donc la grande question qu'on s'est posée, c'est mais le chauffage diabatique, là, il est plutôt à 40, centré à 40, alors que là, le contour vert représente l'enveloppe de la tendance de température.
Donc un peu, qu'est-ce qui ferait que finalement la tendance de température elle est plutôt ici alors que le chauffage diabétique il est là. Alors une des raisons pour lesquelles il y aurait ça, c'est que c'est le terme d'advection en température qui pourrait refaire un shift des tendances de température plus au sud. Voilà. Ça, c'est très bien, je vais conclure comme s'il n'y avait pas une seconde partie après. Ah ouais, oh, désolé. Donc il me reste combien de temps? C'est même que la première partie de la première partie, mais vas-y. Je dis en 2 minutes ce qu'on est en train de faire. On fait des expériences Aquaplanet où donc on utilise un modèle ICON forcé par des SST avec une résolution de 80 km. On impose un gradient de SST global sur toutes les longitudes et en plus, on met en place un front de SST voilà, qui est représenté ici, qui est censé représenter la situation des SST liés au Gulf Stream. Et on augmente par 4 Kelvin globalement sur tout le domaine, les SST, pour voir l'impact. Et alors là, je vous montre juste la comparaison entre ces simulations ICON ici et les ERA5 en tendance. Alors, alors vous ne voyez pas très bien ici, mais le front, il est là. Vous avez la partie chaude, la partie négative qui est là. Vous avez une accélération du jet, enfin le jet climatologique qui est ici. Puis on fait la différence entre le run avec plus 4 Kelvin d'augmentation et le run de contrôle. Vous avez une augmentation du jet qui est ici, qui est associée à une augmentation de la zone d'excitation. Et ce qui nous a intéressé, c'est que finalement, ce pattern-là, même si le rouge il ne descend pas complètement dans la basse troposphère, il y a quand même un tripôle là, qui est intéressant et qui est assez similaire à ERA5. Donc voilà où on en est. Et du coup, les conclusions, c'est donc on voit que le jet atlantique s'est intensifié donc en hiver et reste plus ou moins à la même place, légèrement un déplacement vers le sud, mais c'est à peine visible. On voit que le chauffage diabétique a augmenté au-dessus du Gulf Stream, et du coup, ça a un impact sur la baroclinicité et sur la convergence de quantité de mouvement, et donc ça augmenterait l'intensité du jet dans cette région-là, dans la région climatologique. Et les simulations Aquaplanet, elles représentent assez bien le changement de baroclinicité. Et le seul souci qu'on a pour l'instant, c'est que j'ai montré un cas, mais si vous déplacez l'anomalie de SST du front par rapport à le gradient de SST global, vous avez des patterns qui diffèrent, et donc c'est un peu ça qu'on regarde en ce moment. Donc je vais m'arrêter là. Ok, merci. Du coup, s'il y a quelques questions... Ouais. Merci. Gwendal, merci pour une très belle présentation de l'état des connaissances. 2 remarques, une un peu polémique, l'autre plutôt constructive. La polémique, c'est que la tendance de faire voter les modèles du CMIP, des rapports d'évaluation. Tu as montré le papier des Simpson 2012, où on montrait combien de modèles sur je ne sais pas combien votaient en faveur d'un déplacement vers le nord et vers le sud. Ça me rappelle, je ne me rappelle pas exactement du nom du philosophe grec ancien qui a dit: est-ce que vous allez faire voter dans l'agora que les ânes sont des chevaux et les chevaux sont des ânes? Le fait qu'on a ces simulations et pour lesquels on ne sait pas pourquoi l'un fait quelque chose un peu différent de l'autre, et ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de juger de ces choses. La remarque plus constructive, c'est qu'en effet, tu as cité les travaux du groupe de Minobe et al. Avec une très haute résolution qui essentiellement confirmait les résultats de Félix et al. Avec un modèle plus simple qu'on pouvait comprendre sur l'effet des fronts thermiques.
Et donc, les papiers de Félix et al., qui précédaient donc celui de Minot, mais qui était dans Nature avec un très grand ordi, disaient clairement que la résolution doit être de 50 km ou mieux dans l'atmosphère pour qu'on sente le front thermique. Or, là, tu dis qu'ICON, c'est 80 sur 70 ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est... Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et moi, mon sentiment, c'est que Icon n'arrive pas complètement à faire justement le profil jusqu'en bas, là. Je pense que si on augmenterait la résolution, je m'attendrais à quelque chose de beaucoup plus... qui vienne justement du bas. En termes de la baroclinie, là, du gradient de SST. Donc, oui, mon sentiment, c'est que c'est aussi pourquoi les modèles n'arrivent pas actuellement à faire un truc comme ça, un chauffage, enfin, une accélération du jet là où il y a au-dessus, plus ou moins au-dessus du front, finalement. Et c'est sans doute lié à la résolution. Enfin, c'est mon sentiment aussi que ça serait la résolution. Oui. Oui, tu montres dans l'impact climatique un refroidissement à la tropopause de l'hémisphère nord, c'est ça, et un refroidissement, une augmentation des températures près de la surface et un refroidissement à la tropopause. Et ma question est, est-ce que ça ne va pas fermer la stratosphère de la stratosphère en empêchant les ondes de se propager? Ça ne pourrait pas avoir un impact sur ces questions-là? Ça risque pas de confiner... Tu me parles Non, de avant, bien avant. Hein? Les tendances de température dans ERA5, tu veux dire? Ouais. Bah, c'est que là que je les montre, en fait. Je reviens en arrière. En fait, mon schéma de pensée, c'est de revenir en arrière au changement de température, et il n'est que ici dans ce que je montre. Hein. Oui, mais ça, c'était les CEMIP. Ça, c'est CEMIP. C'est que CEMIP, ça. Ça, c'est CEMIP. J'ai dit, c'est pas la même. Déjà, c'est une moyenne hémisphérique. C'est pas une moyenne sur l'Atlantique Nord. Et en plus, c'est CEMIP. Donc là, justement, il y a ce gros réchauffement en haute troposphère tropicale qu'il n'y a pas dans ERA5, par exemple. Alors, après, toi, tu peux t'intéresser plus par ça, c'est ça? Bah oui, ça peut avoir un gros impact sur la capacité des ondes planétaires d'aller plus haut. Donc, ça peut les confiner dans la troposphère. Ça va dans le sens de ce que dit Michael, finalement. Surconfiner les ondes planétaires dans la troposphère, mais changer l'impact par rapport à la température n'impacte. Enfin, c'est plus le vent, non, qui va impacter la propagation vers le haut dans la stratosphère. Donc, on va avoir une augmentation, en tout cas dans la haute troposphère, excusez-moi. Vous avez une augmentation du jet ici, et ça facilite la propagation vers le haut des ondes. C'est ça que tu dis? Oui, dans un sens, je pensais que ça le fermait, mais bon, si ça suffit que ça augmente. Dans le modèle CEMIP5, c'est pas correct. Pourtant, celui-là, c'est intéressant. Je pense que dans les histoires de différence entre CEMIP et ERA5, c'est aussi une histoire on se focalise vachement sur les histoires de déplacements latitudinaux. Alors que toi, tu penses en termes d'intensité. Et là, plus ou moins, l'accélération en haute troposphère, elle est en général là. C'est plus le déplacement latitudinal qui, globalement, tu as plutôt une intensification. Je crois que je ne réponds pas, mais on peut discuter. Moi j'ai une question un peu naïve. Ici, là, tu as présupposé que tu avais des modifications thermiques qui changeaient les gradients verticaux et horizontaux de température, et que c'est ça qui créait la réponse du jet. Mais le jet, il est là aussi pour réguler les gradients thermiques. Oui, alors c'est basé sur le fait que j'ai plein de papiers en tête qui adoptent un point de vue. Je pose la question parce que pour que tout le monde comprenne. Donc, il y a un couplage dans les deux sens entre les gradients thermiques et la turbulence barocline. Et donc, pourquoi est-ce que tu penses que l'un est premier par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y a une raison de penser ça? Quel serait le...
Parce qu'en général, tu as des anomalies de surface, tu te dis les anomalies de surface, t'as tout c'est lié à l'enchaînement d'idées que j'ai présenté. Que bon, là, c'est vrai que c'est tout un profil. Donc, je sais pas comment répondre à ta question. Si tu fais des bilans d'énergie, que ce soit en surface cette partie-là, c'est clair que le jet joue pas un rôle. Des fluctuations. Après là, c'est un raisonnement aussi thermodynamique qui te fait dire aussi que tu vas réchauffer en haute troposphère ici. Tu n'as pas besoin d'histoires de jet pour expliquer ça non plus. Non. Donc, ouais. Oui. Enfin là, ça c'est compliqué. Il y a plein de phénomènes. Mais le premier qui a été discuté, c'est l'albédo, mais il y en a d'autres. Du coup, je crois qu'il va falloir passer aux exposés courts.